Alors Jérémy, tu as esquissé un petit peu là, quelques sites d'implémentation. Est-ce qu'on peut faire un petit focus justement sur cette stratégie internationale de développement, où vous en êtes aujourd'hui et quels grands défis tu rencontres et auxquels tu réponds pendant le développement de cette stratégie internationale? Un constructeur d'avion, c'est un industriel. Donc déjà, le sujet est assez simple. On parle d'industrie. Le marché de l'industrie aéro est un marché mondial de base, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en fait, parce qu'on a finalement un environnement réglementaire qui est assez équilibré. On a un gros pool de certification à gérer en Europe et un autre aux États-Unis. Et grosso modo, une fois qu'on a ça, on peut livrer à peu près partout dans le monde. Donc le sujet, c'est que l'immense chance qu'on a à être en France, c'est que quand on est un bon Français dans l'industrie aéronautique, on est extrêmement crédible au niveau mondial. C'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on ne sait plus faire vraiment de l'industrie, tout le monde en parle. Mais si on regarde bien combien de sociétés nouvelles industrielles ont été créées ces 10 dernières années, c'est que dalle. Et par contre, on est passé ces 15 dernières années, Éric Trappier le disait très bien en commission à l'Assemblée nationale au Sénat il y a 2 jours, je crois qu'on est passé de 15% d'industrie en France à moins de 10 en 15 ans. Donc on continue à creuser 9. Ouais, merci. On continue du coup à creuser ce sujet-là. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'à la fois chez les créateurs d'entreprises, comme chez les organes de financement, à peu près tout le monde en vrai, on n'est toujours pas structuré pour arriver à créer des nouveaux acteurs industriels. Donc ça, c'est la vraie difficulté. Et qu'est-ce que ça veut dire industrie ? Typiquement, moi j'ai pas mal de collègues dans le monde qui créent des constructeurs d'avions. Pourtant, c'est marqué dans le titre, constructeurs d'avions, qui pensent encore qu'ils vont pouvoir se baser sur la supply chain pour arriver à fabriquer l'avion et en gros faire leur job, quoi. La réalité, c'est qu'un constructeur d'avion, il faut des usines, il faut des machines, il faut des compagnons, il faut des mécanos, il faut de la qualité, il faut du support, il faut de l'informatique, on y reviendra évidemment, et du digital. Et il faut le faire. Donc du coup, là, on a lancé à peu près 100 000 m² de bâtiments industriels, 50 000 à Toulouse-Francazal, 50 000 à Daytona Beach, et probablement qu'on fera à peu près la même chose à Abu Dhabi. Pour une raison assez simple, c'est qu'on fait des avions de transport régionaux ou des avions de formation. Il ne peut pas traverser l'Atlantique facilement comme ce que peut faire un Falcon qui est terminé en France en termes de structure, qui vole aux États-Unis et l'aménagement intérieur est fait à Little Rock. On ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on soit au plus près de notre marché. Le marché le plus gros, ce n'est pas le marché européen, c'est le marché américain. Donc on doit être aux États-Unis. Évidemment, le marché européen n'est pas si petit que ça, donc il faut y être. Puis de toute façon, on est français, on le reste. Donc voilà, donc c'est d'un côté garder finalement chez nous ce qui est le plus important. Et le plus important pour nous, c'est la capacité à développer des avions, appliquer des technologies sur des nouveaux concepts qu'on fait voler et le transformer en un produit que des clients achètent. Évidemment, protéger, on en revient sur le sujet numérique, protéger la valeur de ce qu'on crée, c'est-à-dire nos designs, nos savoir-faire, dans un domaine où, chez le constructeur d'avions, le brevet est extrêmement dangereux. C'est toujours une bataille sans fin que j'ai avec les investisseurs, pas tout à fait les nôtres, mais ceux qui pourraient rentrer en disant combien vous avez de brevets. Je dis j'en ai pas beaucoup. Je dis mais comment vous expliquez ça? Je dis j'ai pas envie de me faire copier par les Chinois. Le brevet, le manuel de montage pour les Chinois, on le sait. Et nous, dans la cible principale qu'on a en termes de risque et de compétition, c'est très marginalement les Américains, assez marginalement le reste du monde, et ça sera beaucoup les Chinois. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Sur le sujet digital, parce qu'on est à la mêlée numérique, donc tu sais que forcément le sujet numérique passionne tout le monde et l'audience est là pour avoir des informations qui leur permettent de comprendre. Tu peux nous parler de ta stratégie digitale et en quoi elle est vraiment au service de tes produits et en quoi c'est un différenciateur pour toi et le niveau d'exigence que tu mets autour de tout ça? Oui, alors déjà pour commencer, pour prouver que le digital est important pour moi, étant le dirigeant de la société, le digital chez Aura, c'est 60 personnes sur 300, pour commencer. Donc oui, c'est important. Et dans l'avenir, je pense qu'on aura le pourcentage de digital sur la société au global va continuer à augmenter. Même si on ouvre des nouveaux sites industriels avec des nouvelles personnes en production. Quand on a créé la société, j'avais la conviction qu'il fallait la créer sur 2 piliers. Sur la vision de produit qu'on voulait adresser, donc la nouvelle aviation, les nouveaux objets pour former des pilotes et pour transporter des passagers, le civil et le militaire, et l'industriel basé sur du numérique. Donc ce qu'on a fait avec ces 60 personnes-là depuis le début de la société, c'est bâtir la partie la plus ingrate, c'est-à-dire tous les fondamentaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire les fondamentaux pour nous? C'est être full cloud, multi-cloud, ZTNA, Forgettable Laptop, qui était quelque chose de très important pour nous, surtout quand nos personnels se déplacent un peu partout et pas forcément que dans des pays où on a des amis.
Et du coup, on le voit bien maintenant que c'est vraiment une grande force pour arriver à démontrer la solidité qu'on peut avoir. Et également, quand on ouvre un nouveau site industriel, de pouvoir réutiliser la totalité de l'environnement numérique qu'on a à Toulouse. Là, on le duplique 100% sur l'usine à Daytona. On fera pareil aux Émirats. Et ça, c'est quasiment plug and play. On n'a pas de serveur à installer. Donc, on va avoir des serveurs pour les thématiques militaires, pour une partie des thématiques militaires. Là aussi, on a essayé de trouver des solutions pour éviter de faire la défense comme on la faisait il y a 40 ans, qui est quand même un petit peu ce que les contraintes liées à la défense nous pousseraient à faire. Donc en gros, à quoi ça nous sert ? Ça nous sert à avoir des avions plus connectés, à essayer de viser des systèmes apprenants, dit autrement que chaque avion qui vole arrive à générer suffisamment de données de la façon la plus intelligente possible pour qu'on puisse apprendre des vols de nos clients et donc comprendre comment nos avions se comportent et donc éventuellement les modifier ou modifier le design pour plus tard ou préparer la prochaine génération d'avions. Donc voilà, donc ça sert un peu à tout ça, à se protéger. Et évidemment, le digital appliqué à des thématiques défense, on voit assez bien ce qu'on peut en faire. Donc voilà, donc c'est pas le digital, c'est pas l'informatique, c'est pas que l'informatique, c'est pas que passer des commandes chez des éditeurs. Ça veut dire aussi que chez un industriel moderne, il y a beaucoup de choses qu'on a oublié de faire en interne. C'est pour ça que le ratio 60/300, il paraît un peu choquant. Mais il y a énormément de choses qu'on fait en interne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des possibilités de pouvoir vendre certaines des thématiques qu'on a développées. Et on commence à avoir pas mal de marchés qui, pour l'instant, ne sont pas des marchés très publics, plutôt des secteurs, des briques en fait, techno qui sont appliquées soit à la sécurité nationale, soit à la défense. Mais on voit qu'on commence à avoir la possibilité de pouvoir faire un poste café Dassault avec Dassault Systèmes et Dassault Aviation appliqué au monde moderne. Merci Jérémy, c'était très clair. On voit où on en est aujourd'hui côté Aura Aero. C'est quoi l'ambition finale d'Aura Aero sur ce marché du transport aérien et quelles grandes étapes t'imagines encore pour atteindre cette ambition ? On a encore un petit peu de chemin. On a fait une première partie du chemin en étant un constructeur d'avions certifié. En gros, pour avoir la crédibilité de ses pairs, grosso modo, il faut quand même arriver au niveau de pouvoir prouver qu'on est bien un constructeur d'avions. Donc, en gros, chez un constructeur d'avions, ça veut dire avoir des agréments de certification pour le bureau d'études, pour la production, pour l'organisation d'essais en vol et pour les produits eux-mêmes. Et ça, évidemment, à chaque fois qu'on rouvre un site industriel, il faut refaire la même chose, au moins pour la partie de production. Donc nous, le sujet est assez simple. C'est les enjeux de nouvelle aviation sont importants. Ça sert deux typologies d'applications, décarbonées, protégées. Et en l'occurrence protégées de façon indépendante des normes ITAR notamment. Donc on est vraiment des opportunités de pouvoir être indépendant. Et donc on va continuer dans cette voie-là. On a gagné un contrat sur la thématique défense qui a été annoncé au Bourget. Donc on appelle à projet la DGA pour des drones, en l'occurrence un drone MAL pour moyenne altitude, longue endurance. Donc c'est à peu près un objet qui fait 17 mètres d'envergure et 2 tonnes au décollage. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet d'appliquer finalement un bon nombre de technologies qu'on a développées pour les enjeux de décarbonation qui sont à visée duale. Et donc c'est un peu la bonne nouvelle qui est de dire que si on équilibre proprement les choses, le civil, les nouvelles technologies peuvent alimenter des applications militaires et le besoin militaire peut aussi permettre de financer des technos qui peuvent servir les enjeux de décarbonation. Voilà, donc on va continuer comme ça. On continue la montée en cadence sur Intégral. On ouvre le site US. On va construire l'usine US pour le 19 places et la même à Toulouse. Il faut qu'on construise le 19 places. On a commencé, mais il volera quelque part vers 2027. Et la cible est toujours d'être sur le marché avant 2030. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a lancé le programme en 2021 avec un programme qui fait 9 ans, c'est cohérent. Et deuxièmement parce qu'au niveau européen, on est très impliqué au niveau européen, on pourra en reparler. Mais si on ne démontre pas qu'au-delà des mots que le secteur aéronautique peut dire, on est capable de le faire avant 2030, le soutien, le financement et tout le reste ne restera pas. Et pour cause, et en sachant que de toute façon, les sujets de décarbonation, si ce n'est pas nous qui les faisons, il y en a d'autres qui le feront. Merci Jérémy. Oui, on parlera du sujet financement après. Pour revenir à toi, tu es le directeur général. Bon, vous le voyez tous, c'est une magnifique entreprise dont il se parle beaucoup et qui a de belles ambitions dans un secteur très complexe et très exigeant. C'est quoi, toi, en tant que DG qui orchestre tout ça, ton côté motivation au quotidien ? Comment tu fonctionnes au quotidien avec les gens de ta chaîne de valeur dont les plus importants, ce sont tes collaborateurs, tes partenaires ? C'est quoi ton quotidien, tes rituels pour arriver à atteindre cette ambition qui est extraordinaire ? Il n'y en a pas vraiment. On n'a pas beaucoup connu de temps de paix depuis qu'on a créé la société, parce que depuis 2018, on a eu, en gros, quand on s'apprêtait à voler, c'était en 2020. On était 5 en mars 2020. Bon, voilà, avec le Covid qui est arrivé. On a quand même volé en juin 2020.
Donc ça, c'était pas mal. Malheureusement, sur le chemin du développement de l'avion, on a aussi un crash avec 2 de nos pilotes qui sont décédés. Ça, c'était en 2022. C'était une période extrêmement compliquée et ça le reste un petit peu quand même. Mais c'est aussi une motivation supplémentaire. Le sujet, c'est qu'on essaie de se battre. On est une aberration dans le schéma français classique. On est trop gros, trop ambitieux, en touchant trop le secteur central de l'aviation, où tout le monde nous explique qu'en fait, il faudrait faire ce qu'il y a autour. En gros, surtout, ne touchez pas le plus important, le plus compliqué, le plus générateur de valeur. Allez faire la petite software à côté qui va aider les gros industriels. Bon, la plupart des gros industriels sont en pleine transformation numérique et pour l'avoir un tout petit peu connu, la transformation, c'est long. C'est très long et toutes les sociétés ne s'en sortiront pas. Donc finalement, le sujet pour nous est d'arriver à trouver cet équilibre-là entre avoir le bon niveau d'ambition, mais en même temps faire quelque chose de réaliste. Vous regarderez dans les produits d'Aura, on n'a pas d'avion à hydrogène. Parce que c'est pas qu'on ne croit pas à l'hydrogène, c'est qu'on sait que le niveau de maturité de cette technologie est tellement faible qu'avant d'avoir un produit industriel qu'on peut proposer à des clients sans avoir peur ou sans serrer les fesses, il va se passer du temps. Donc d'un côté, être très ambitieux sur l'aspect industriel, utiliser le numérique pour ce que ça doit faire, se protéger, être plus efficace et faire le passage à l'échelle qui va bien, et ne pas avoir peur de se dire que de toute façon, c'est un marché mondial. Il faut avoir une taille critique minimale. Pour nous, on l'estime aux alentours de quelques milliers de salariés. Alors, on n'a pas vocation à devenir le nouvel Airbus. Ça serait idiot. 2, je ne suis même pas certain que ce soit possible. En tout cas, ce ne serait pas très désirable. Et puis, à titre personnel, ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc, in fine, c'est d'arriver à balancer le côté technologique, arriver aussi à expliquer à tout le monde, même si on l'a fait très tôt, que la décarbonation et les thématiques défense ne sont pas des thématiques incompatibles. Et on a perdu quelques salariés à cause de ça, mais ça, ça fait partie du jeu. Et que le numérique n'est pas une espèce de faire-valoir à certains événements, mais que c'est central. Et d'ailleurs, le directeur du digital chez Aura est au comité exécutif et il a autant de poids que le directeur des opérations. Vraiment. Et après avoir fait ces séquences de structuration, ils ont quand même fini par tous comprendre que c'était vraiment important, que ce n'était pas la lubie de Jérémy, c'était un peu ça au début quand même, et que c'était important parce que, je ne sais pas, je n'ai pas les derniers chiffres, mais avant l'été, on était à peu près entre 7 et 14 000 attaques jour. Beaucoup de l'Est, et pour une raison très simple, on touche maintenant à la thématique décarbonation, propulsion électrique, ça intéresse beaucoup les Chinois, entre autres, mais beaucoup les Chinois, donc ils ont une vraie volonté d'essayer de comprendre ce qui se passe et de copier. Si on rajoute des thématiques de défense à ça, ça rajoute un petit peu de piment. Donc voilà, donc c'est extrêmement important de comprendre qu'on ne fait plus l'industrie maintenant comme on la faisait avant, qu'il y a 2 types de stratégies qui se valent autant l'une que l'autre. Il y a la stratégie des petits pas dans les grands groupes ou dans les sociétés historiques, en fait, c'est pas que les grands groupes, où petit à petit, il va falloir essayer de convaincre, expliquer pourquoi il faut faire les choses différemment, pourquoi il faut laisser tomber certaines façons de faire, et pourquoi dans certains cas, il faut aussi abandonner certains métiers, ce qui en fait quelque chose d'extrêmement compliqué. Deuxième possibilité, qui est celle que nous, on a prise, c'est un peu la théorie du lièvre. On ne fait pas de côté. On s'enlève toutes les contraintes des sociétés existantes, on en crée une nouvelle, et sur ces fondamentaux-là, on avance. Voilà. Et donc, nous, on a pris la deuxième stratégie. Merci Jérémy. Alors, tout à l'heure, on parlait de finances. Dans toute industrie, l'argent, c'est la clé de tout. Là, on est dans une industrie qui est consommatrice, capitalistiquement parlant, beaucoup d'argent. Comment tu trouves des investisseurs? Comment tu finances tout ça, au final, depuis le début à aujourd'hui? Un gros travail, un sport de combat même, parce que le financement en France et même en Europe en fait de jeunes sociétés qui veulent devenir des industriels matures, il y a plein de trous dans la raquette. En gros, pour la faire très court, tant qu'on reste à 20 dans un garage avec des jolies idées et un impact zéro, on peut rester des années avec du financement. Il y en a tellement dans le sujet de l'innovation qu'on peut rester. Et dans le pire des cas, on plante la boîte, on en crée une autre et puis c'est reparti pour un tour. Une fois qu'on est une société mature pour faire des actions de LBO, de refinancement ou du capital développement, là, il y a pas mal de monde. En gros, c'est le livret A des fonds, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est pas très compliqué quand même, contrairement à ce que certains peuvent dire. Voilà. Et entre les deux, il y a le venture capital, le private equity, bref, un peu tout ça. Là. Et là, il y a, grosso modo, sur des sujets d'industrie lourde, il n'y a rien. Du tout. Rien parce que quand des fonds disent en disant nous on est des fonds industriels, mais le fonds il a une durée de maturité de 7 ans, je dis mais vous ne pouvez pas être industriel en fait. Je ne connais aucun cycle industriel lourd qui est rentable du lancement à la rentabilité en 7 ans. Ça n'existe pas. Et comme il... Pardon ? Oui, il y a. On a des consultants qui sont venus
pour une raison un peu étonnante, venir nous auditer. Et la dame m'a dit vraiment dans les yeux qu'elle était industrielle comme moi parce qu'à l'époque, elle avait une société qui était sous-traitante pour le slip français. Tout à fait, tout à fait. Je respecte tout à fait, mais, virgule, c'est pas tout à fait la même industrie avec les mêmes contraintes. Donc oui, il y a des trous de financement qui sont énormes et donc on a deux solutions. Certains décident du coup de ne pas sauter l'obstacle, enfin, ou le trou, le gap, et d'aller chercher un endroit dans lequel il est comblé, et donc pas aller aux États-Unis ou dans d'autres pays. Soit vous acceptez de l'argent chinois, chez les eVTOL, énorme, donc les taxis volants, beaucoup ont accepté de l'argent chinois, bon, et puis on est tous en train de les enterrer les uns après les autres, hein, et ça va continuer. Soit comme nous, on a fait une cote mal taillée, donc grosso modo, on a levé, consommé à peu près 90 millions à date, un peu moins de 100 maintenant. On en a sécurisé à peu près 200 de plus, notamment via des mécanismes européens. Donc on voit que quand on a la volonté d'être gros et qu'on livre à la hauteur de ce qu'on est, on arrive quand même à y arriver, mais c'est un sport de combat assez terrible. Et donc à l'heure actuelle, on a à peu près 400 actionnaires, 4000 obligataires. Donc, ce travail-là, on a élevé l'argent mois après mois et on continue. Et à côté de ça, on a l'État français, en étant une entreprise stratégique. On a un fonds qui s'appelle Innovacom, qui est un très joli fonds de venture. Il y en a suffisamment peu pour les nommer. Et on a la région Occitanie avec la RIS, plus d'autres sociétés. On a EDF qui est réinvesti chez Aura. Voilà, donc on est très fiers finalement des gens qu'on a au capital, même si c'est extrêmement dur et que ça nous met dans une difficulté, dans un risque qui est de plus en plus faible, mais qui est quand même encore présent. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on aura passé ce gap-là, moi j'aurai deux objectifs. Continuer à accélérer avec Aura et essayer de faire en sorte que ces gaps-là se résolvent d'une façon ou d'une autre parce que c'est inadmissible pour la France. Et une dilution d'argent public d'un côté avec des fonds privés qui ne jouent pas le jeu qui est assez considérable. Merci Jérémy. Alors là, je vais improviser un petit peu. C'est la dernière question que je vais te poser. Ensuite, on laissera un petit peu de temps pour des questions du public. On échangeait tout à l'heure avant l'événement sur la difficulté qu'ont constaté toi et moi dans nos secteurs respectifs à ce que les acteurs français travaillent bien ensemble. Le secteur aéro, tu viens de l'esquisser, c'est un secteur un peu compliqué lié au cycle de vie des produits qui est très long, qui fait que c'est un secteur qui a un peu une aversion au risque, qui n'aime pas trop prendre de risques parce que c'est lié au cycle de vie du produit. Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer dans ce secteur de l'aéro pour développer de nouvelles synergies qui feraient qu'on peut aller plus vite, qu'on peut aller mieux? Voilà. Qu'est-ce que toi, ta vision là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire changer? Moi, dans mon cas, c'est réussir ce qu'on a fait. On travaille avec Airbus, Safran, Thales et tous les autres depuis le début et ça se passe relativement bien. Je pense qu'il reste encore à démontrer que ça marche jusqu'au bout, de telle façon que le coup d'après, ils seront beaucoup plus vigilants quand des boîtes comme nous vont toquer à leur porte. Ce qu'on fait pour l'instant, on a quand même nos amis d'Elixir à La Rochelle qui sont allés au bout en certifiant en avion. Donc on n'est pas tout à fait sur la même thématique, mais on est quand même assez partenaires. À part eux, ces 50 dernières années, je vous mets au défi de trouver un nouveau constructeur d'avion en France. Donc la crédibilité se gagne d'abord sur le champ de bataille. Hein. Donc je serais tenté de dire, continuons à démontrer que ce qu'on fait est juste et que ça rapporte du business et que ça peut être rentable. Le coup d'après, je pense que les acteurs seront un peu plus motivés par ce que ça peut donner et prendre un petit peu plus de risques. Mais quand même, oui, la version au risque, elle est liée au fait qu'on est dans un secteur qui est extrêmement réglementé parce qu'on a des enjeux de sécurité pour les avions qu'on comprend assez bien, et tant mieux. Et de l'autre côté, on a quand même un extrêmement bon contre-exemple local qui s'appelle Airbus. C'était quand même pas si vieux que ça, où les gens se sont dit on va aller taper Boeing, qui était le leader hégémonique. Donc, je pense que même nous, sur l'échelle de l'ambition, on a encore quelques leçons à prendre des pères fondateurs d'Airbus. Donc on a quand même des exemples qui marchent, mais ça marche à la hauteur de risque qui était pris de base. Donc voilà, donc charge à nous de démontrer que c'est possible, qu'on est capable de le faire au bon niveau, qu'on est capable de reconstruire des usines industrielles et de le faire et de les faire vivre. Parce que dans la bouche de certains, ça reste encore quelque chose d'impossible. Merci Jérémy. Alors avant qu'on passe aux questions du public, je vais vous demander d'applaudir Jérémy parce que quelle belle entreprise tu as lancée. Bravo. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Jérémy? Il nous reste 2 minutes. Christophe, vas-y. Bonjour Didier. Bonjour monsieur. C'est décorrélé un peu du sujet, mais moi ça me passionne, je vous dirai en off après pourquoi. C'est quoi votre quotidien? Vous avez créé la société, vous avez dit, il y a 6-7 ans. Vous devez à la fois gérer la technique, l'humain, la stratégie, la finance, le commerce, j'imagine tout ça. Votre quotidien, c'est quoi au jour le jour et comment vous avez fait? Vous avez dit vous étiez 5 pour à un moment vous dire ok, là il faut que je délègue. À qui? Comment vous êtes
structuré? Qu'est-ce qui vous a fait dire, allez, bon, ça je le cède, ça je le garde? Et quels sont les critères qui vous ont fait dire, je cède, je garde? Le quotidien, c'est difficile à décrire parce que, grosso modo, si je le prends sur un mois, à l'heure actuelle, je passe à peu près 1 semaine par mois aux États-Unis, à peu près 1 semaine par mois aux Émirats et les 2 semaines restantes à Toulouse. Donc, il n'y a pas vraiment de quotidien en tant que tel. L'idée générale, c'est d'arriver à faire tenir un peu le tout, d'arriver à maintenir le bon niveau d'ambition, dans certains cas, de forcer tout le monde à faire simple, qui est quand même un vrai sujet, d'arriver à faire comprendre aux ingénieurs qu'ils ont besoin des gars qui fabriquent en bas, qu'il faut expliquer aux gars en bas qu'il y a quand même des gens qui dessinent derrière et que les designs ne tombent pas du ciel comme ça. Et donc ce travail-là, d'arriver à faire travailler un peu tout le monde, soit par la motivation, soit par le coup de bâton des fois, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et rester en même temps extrêmement proche des produits. C'est quand même le biplace que vous avez vu là, c'est l'électrique. Mais avant il y a eu le thermique, les 3 cofondateurs d'Oral et dans moi, on l'a dessiné, c'est notre avion. Donc garder ce lien-là, garder ce lien aussi avec le 19 places, garder le lien avec le drone. On a décidé de lancer le drone pour tout un tas de raisons, j'y reviendrai pas, mais qui paraissait un peu inconcevable, y compris à mon propre COMEX au début. Donc ça c'est important. Et peut-être la chose la plus importante pour arriver à faire tout ça, je pense que c'est s'il faut être très feignant. Parce que le feignant, il a une énorme qualité, c'est qu'il réfléchit d'abord à qu'est-ce qui est absolument indispensable de faire et il ne fait que l'indispensable. Et je peux vous assurer que moi je suis très focalisé sur faire que l'indispensable. Parce que sinon on s'en sort jamais, quoi. On s'en sort jamais, ça prend des siècles et puis à la fin ça sort pas, quoi. Donc voilà, être extrêmement précis. L'avantage qu'on a eu aussi, je parlais du quotidien, gérer l'argent, gérer les budgets. Quand on lève de l'argent mois le mois, ce qui nous est arrivé pendant pas mal de temps, et c'est encore un peu vrai, de moins en moins, mais quand même encore un peu. Comment on engage dans le bon ordre et comment on fait en sorte de dépenser que ce qui est strictement indispensable de dépenser aussi. Voilà. Et après, le nombre de personnes, je pense que rétrospectivement, on aurait pu le faire un tout petit peu différemment, mais à la marge de ce qu'on a fait. Donc, grosso modo, le fait de dire à un moment donné, on met la marche avant et il faut le faire, ça a été nécessaire parce que en gardant la cohérence, et donc ça, c'est pas pour le coup, ça c'est tous les jours, peu importe sur quel site on est, la cohérence entre l'argent qu'on lève, qu'on consomme du coup, et le livrable qu'on a derrière. Tant que le livrable est bien au-dessus de l'argent qu'on a consommé, la valorisation d'après sera plus grande et donc la capacité à lever de l'argent sera toujours cohérente. Raison pour laquelle on a réussi à lever autant d'argent et on continue à le faire. Donc voilà. Merci pour ta réponse. Alors, très vite, il est 10h, il faut qu'on tienne le planning parce qu'après on est... Allez, votre question est... Ouais. Bonjour, merci, très, très inspirant. J'ai une question par rapport à la capture des talents chez vous. Quel type de moyens vous utilisez? Parce que chez Airbus, par exemple, c'est très connu qu'on essaie d'amener des talents de tout le monde, des rapatriés, que c'est difficile, beaucoup de métiers, par tous les différents secteurs de l'avion. Quel type de stratégie vous avez chez Oraero pour amener les bons talents, les bons skills chez vous, que je trouve très compliqué? Ouais, alors sur la partie digitale, du coup, on a une façon de recruter qui est un peu différente du reste de la société, avec des conditions de travail qui sont un peu différentes du reste de la société. Ça m'attriste un peu de dire ça, mais on n'avait pas vraiment le choix. Et après, de façon générale, on est assez unique et singulier, et donc du coup, on attire des gens qui, venant de grands groupes ou pas, ont envie de travailler différemment. En tout cas, d'être dans un contexte un peu différent. Nous, en gros, quand on travaille au bureau d'études chez Aura, grosso modo, en bas, il y a le site de production, quoi. On le voit. Les pièces qu'on dessine, elles sont fabriquées en bas, elles sont assemblées en bas, et on peut voir les essais en vol en bout avec les avions qui partent. Donc ça attire une catégorie de personnes qui aiment ça, et dans lequel finalement le fait d'avoir quelque chose de très regroupé les intéresse. Mais la greffe des gens de grands groupes chez nous ne marche pas toujours, elle marche assez rarement, on va dire, et en particulier quand on parle du management. On a un énorme problème avec le management des grands groupes, on a essayé, et ça ne marche pas. Parce que les mecs ou les femmes viennent avec beaucoup d'idées, avec très peu de capacité à le faire eux-mêmes, et en donnant des ordres à des gens qui, du coup, il n'y a pas tous les strates intermédiaires, et cette greffe-là marche très mal. Donc du coup, en production, aucun problème. En bureau d'études, un peu plus de problèmes, mais on s'en sort. Côté management, j'ai fini par faire une croix sur une bonne grosse partie des gens qui venaient des grands groupes. Parce qu'ils ont juste pas... Ils voient le bon côté de « j'ai plus la contrainte de la grosse structure ». Ils ont juste oublié que s'il n'y a plus la contrainte de la grosse structure, ça veut dire qu'il faut tout faire soi-même. Merci Jérémy. Alors, à regret, je dois couper la session. On applaudit encore Jérémy. Merci à toi.